Bonjour, nous sommes le 21 avril 2020 et aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes livres. Voilà, c'est ce livre-là, Comment la vérité et la réalité furent inventées. Ça a été publié chez Gallimard dans la Bibliothèque des sciences humaines en 2009, il y a 11 ans. Voilà, alors là, je vais répondre d'abord à une objection que vous pourriez faire. Monsieur Jorion, vous n'avez rien de plus intéressant à faire en ce moment que de commenter un de vos livres. On vous voit maintenir une veille permanente autour de la pandémie du Covid-19 sur votre blog. Ça doit quand même pas mal vous occuper. Vous préparez et vous faites des entretiens avec des personnalités. Et tout à l'heure, vous allez interviewer Monsieur Paul Magnette, homme d'État belge. Et par ailleurs, on vous voit continuer à être un commentateur de l'économie, de la finance en particulier. Et vous avez passé toute la soirée hier à commenter ce fait extraordinaire, dont on parlera dans l'histoire, que le baril de pétrole aux États-Unis et avait un prix négatif, c'est-à-dire qu'en fait ceux qui en détenaient étaient prêts à payer 37 dollars pour chacun des barils dont on les débarrasserait. C'est quand même quelque chose. Et vous êtes là sur la brèche, dès qu'il y a quelque chose dont il faut parler en finance, vous le faites. Alors pourquoi parler d'un de vos livres qui date d'il y a 11 ans? Eh bien la raison c'est que je suis en train de le relire, et pas pour le plaisir, parce que j'aurais beaucoup de loisirs, c'est parce que je prépare pour la première fois depuis très longtemps un cours d'anthropologie. Voilà, je vais donner un cours d'anthropologie interculturelle à l'Université catholique de Lille. Et quand je dis je vais, non, j'ai déjà donné une leçon vendredi dernier et je donne la prochaine vendredi qui vient. Alors pourquoi vous réintéresser à l'anthropologie interculturelle? Eh bien parce qu'il y avait une demande, parce on créait une nouvelle formation de criminologie et on ne trouvait pas quelqu'un pour donner le cours d'anthropologie. Et alors je me suis dit, bien, ce sera avec plaisir que je reparlerai un peu d'anthropologie. C'est mon vrai métier. Beaucoup de gens ne le savent pas. J'ai enseigné l'anthropologie, en particulier pendant 5 ans à l'université de Cambridge, dont je donnais un cours, je dirais en toute modestie, de bon niveau sur l'anthropologie. Toute une série de cours sur l'histoire de l'anthropologie, sur des écoles particulières, sur mes travaux de terrain, et ainsi de suite. Et alors, j'ai repris ce livre. Pourquoi? Parce que il y a des passages, des citations que je fais d'un certain nombre de personnes sur des questions liées à l'anthropologie, et je reprends ces passages comme le prétexte à discussion dans mes leçons. Mais pour le faire, il faut d'abord que je retrouve les passages, que je détermine lesquels je veux citer et pourquoi, où les situer à l'intérieur du cours. Donc, je ne relis pas tout le livre, je relis la partie qui peut servir à un cours d'anthropologie interculturelle. Toute la partie sur l'histoire des mathématiques, sur le rôle de la modélisation mathématique dans l'histoire des sciences, tout ce qui relève à proprement parler plutôt de la philosophie des sciences et de l'histoire des sciences, ça n'apparaîtra pas. Je dirais peut-être un mot incidemment sur le scandale que j'ai ravivé de considérer que la démonstration par M. Kurt Gödel de son théorème sur l'indétermination de l'arithmétique, c'est de la, comment dire, j'allais dire un mot pas poli, ça tient pas debout, je vais le dire de manière sous forme de paraphrase, qu'à la lecture de la démonstration de son théorème par monsieur Aristote, il se serait tenu les côtes d'un bout à l'autre en disant c'est pas possible qu'on ait oublié à ce point-là ce que j'avais quand même eu le sentiment de débrouiller. Pourquoi? Parce qu'Aristote, bien entendu, c'est la personne qui nous a décrit pour la première fois un système qui est le système de la logique, sous trois formes différentes, bien entendu. Celle de l'analytique qui est devenue le discours scientifique, celle de la dialectique qui est le discours des hommes et des femmes politiques et de ce qu'on dit dans les cours, devant les tribunaux, et la rhétorique qui nous sert à faire des démonstrations, entre guillemets, dans la vie quotidienne, à la manière de ce qu'on fait sur Facebook ou dans la presse de caniveau.
Voilà, donc de ça, je ne parle pas. Mais je voulais dire un mot à propos de ce livre. Ce livre fait, à proprement parler, ce qu'il dit dans le titre, les éditeurs. Et là, je voudrais quand même remercier au passage les personnes qui ont compris l'importance de ce manuscrit, qui ont tenu à le publier et qui ont fait un travail d'édition au sens où de me conseiller de mettre certains passages à un autre endroit, de faire des introductions et des conclusions plus explicites au chapitre et ainsi de suite. Trois personnes qui ont compris ce qui était écrit dans ce livre et qui ont compris son importance, ce sont monsieur Pierre Nora, monsieur Marcel Gauchet et monsieur Olivier Salvatori, qui ont joué des rôles différents dans la production de ce livre, mais qui ont chacun joué un rôle essentiel. Ce livre, et c'est peut-être ça la chose la plus importante, à mon sens, d'abord il a été écrit sur une période de 12 ans. Il a été écrit entre 85 et 97. J'ai pas fait d'efforts considérables pour essayer de le publier entre 97 et 2009 parce que je savais en fait que c'était un livre essentiellement impubliable. Pourquoi? Parce que je prends les problèmes d'une manière à ce point différente des auteurs qui m'ont précédé, même si j'ai le sentiment que je résous des problèmes de type classique en anthropologie. Mais je les ai résolus d'une manière tellement inattendue, tellement out of the box, hors du cadre, que je savais que c'est assez difficile à voir même que c'est la solution de problèmes essentiels. Par exemple, le problème de ce qu'on appelait la mentalité primitive dans les années 20 et 30, du rapport entre que les Anglais appellent the rationality question, la question de la rationalité, du rapport entre les mathématiques et le monde réel, toute solution, entre guillemets, de problèmes qui demandent un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on commence à regarder les choses de manière tout à fait différente. De manière tout à fait typique, le livre n'a produit qu'un seul compte-rendu, dont j'ai rendu compte, enfin dont on a discuté sur le blog, et la mécompréhension du lecteur pour ce qui était dit était à ce point abysmale que, je résume ça par un exemple, quand le commentateur dit « Mais pourquoi Jorion parle-t-il à ce moment-là de comptabilité ?» et qu'allant voir dans le passage pourquoi je parle effectivement de comptabilité, je vois que le mot qui est écrit, c'est le mot compatibilité, c'est qui montre, c'est qui trahit quand même comment dire, le fait que le lecteur était tout à fait ailleurs de ce qui était écrit. Et le problème se repose récemment parce qu'il est question de le traduire en anglais après tant d'années. Et là aussi, en regardant la traduction faite par un traducteur de formation philosophe dans la tradition anglo-saxonne, je m'aperçois que la traduction est inutilisable. Pourquoi? Parce que ce philosophe se convainc phrase après phrase que je me trompe et essaye de corriger. Or, je vous donne un exemple, de dire l'ensemble de tous les, là où j'ai écrit chacun, c'est pas par hasard que j'ai écrit chacun au lieu de tous les, l'ensemble de tous les, parce que l'approche classique c'est en termes de l'ensemble de tous les, et mon approche à moi c'est celle en termes de chacun. Alors, quand, involontairement sans doute, ou dans je dirais, animé d'un bon sentiment de corriger ce qui est écrit, cette personne écrit autre chose que j'ai écrit, le projet échoue. On a fait une tentative parallèle d'utiliser la dernière version de DeepL pour traduire le même passage, et c'est beaucoup plus concluant. Pourquoi? Parce que DeepL ne va pas s'amuser à écrire l'ensemble de tous les, là où il est écrit chacun. DeepL va traduire par chacun. Et du coup, une traduction, je dirais littérale mais littérale à la manière dont le fait DeepL, c'est-à-dire quand même avec une grande compréhension. Quand il y a une expression, DeepL traduit l'expression d'une langue dans l'autre. Il ne fait pas du mot à mot en comprenant pas qu'il s'agit d'un proverbe ou d'un dicton, etc. Le travail est beaucoup mieux fait.
Alors, que faudrait-il faire? Il faudrait soit que je relise entièrement ce qu'a fait Diepel, et c'est un gros livre, en texte serré, il y a pratiquement 400 pages, donc c'est énormément de boulot pour moi, ou de manière beaucoup plus simple, il suffirait de vérifier que Diepel ne s'est pas trompé dans ce qu'il a fait, tout simplement en traduisant. Voilà, qu'il n'y a pas eu un malentendu majeur. Mais ça demanderait un effort tout à fait minime par rapport à une traduction de type classique. Alors voilà, quelques mots sur un ouvrage qui est passé tout à fait à côté de son public. Il n'y a pas de descendance. J'ai jamais vu personne écrire un article ou un livre dans la filiation de ça. Ce que j'ai vu, c'est des choses isolées, comme par exemple un philosophe des sciences, parmi les meilleurs en France, qui est notre invité à l'Université catholique de Lille, et dont je ne comprends pas trop le comportement après le cours, si ce n'est que quelqu'un le comprend et s'arrange pour que nous dînions ensemble, lui et moi, mais je comprends que cette personne voulait, espérer que j'allais pouvoir passer une heure avec lui à discuter de ce qu'il y avait dans ce livre. Mais vous voyez, c'est des choses isolées comme ça. Des gens qui, ici et là, disent c'est une météorite, c'est la solution des problèmes, mais il faudra encore 50 ans pour que quelqu'un le voit. Voilà, bon, quelques mots sur ce livre à l'occasion, comme je viens de vous le dire, du fait que moi je suis obligé, mais enfin bon, c'est jamais, comment dire, c'est jamais un pensum de relire ce qu'on a pu écrire, à moins qu'on le relie entièrement. Quelques mots sur ce livre à l'occasion d'une relecture partielle, quelques mots sur quel est cet objet, ce que c'est, où peut-on plus ou moins le situer. Voilà, allez, à bientôt.